sommes le peuple bolivarien. Personne ne nous arrêtera. On sera toujours dans la rue. On veut faire partir ce régime parce qu'on n'a plus d'électricité et plus rien à manger. Qui n'a pas été servi? Qui? Bon appétit! Vous êtes prêts à aller en prison? Pardon? La majorité, c'est nous, les chavistes, c'est nous les révolutionnaires. Ici, tu es à l'hôpital public. Ça veut dire que si tu n'as pas d'argent pour t'acheter tes médicaments, tu meurs. Une file de 50 à 100 véhicules. Attendre un jour. Attendre une nuit. Puis un deuxième jour. Juste pour pouvoir racheter une batterie de voiture. Allez collègues, passe, passe. On fait rentrer 4 voitures. 4 voitures. Je suis là depuis 6 h du matin. Il faut bien faire la queue parce que sinon t'achètes ta batterie au marché noir. Et c'est cher. Des dollars et des dollars. La batterie coûte 176 000 bolivares, 10 fois le salaire minimum. À Caracas, on attend pour tout, partout. Et pour les cas d'urgence, là aussi, on attend. J'ai un fils de 14 ans qui lutte contre le cancer. Ça fait 4 ans que j'essaie de l'opérer et c'est pas possible. Caracas et ses 2 millions d'habitants. Une capitale autrefois riche des revenus du pétrole qui n'est plus que l'ombre d'elle-même. La ville, la plus dangereuse du monde, s'appauvrit de jour en jour. À l'ouest de la métropole, Petare, le plus grand bidonville d'Amérique du Sud, 600 000 habitants. Ici, on ne mange que 2 fois par jour, matin et soir. Exception ce midi-là, il y a déjeuner gratuit dans cette maison. Bonjour tout le monde. Comment ça va les enfants? Bien? Vous êtes allés à l'école aujourd'hui? Mais vous avez cours cet après-midi? Ah mais oui, c'est le carnaval. Vous êtes des petites canailles. André Alvarado est député de l'opposition. C'est lui qui a monté avec son équipe une cantine solidaire, la 12e du quartier. Seigneur, bénis cette cantine, dont les enfants de la communauté vont pouvoir profiter. Garantis à ces enfants leur santé physique et spirituelle. Veille sur leur foyer avec toute la grâce dont ils auront besoin. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et voici la marraine de l'opération, Miss Venezuela. Isabella Rodriguez, enfant du bidonville, un modèle, la preuve que tout le monde a une chance de s'en sortir.
Merci à tous pour ce repas. Aujourd'hui, avoir des aliments de base dans nos maisons, c'est presque devenu un rêve. Au menu, une boisson et la traditionnelle arepa, la galette de farine de maïs fourrée au fromage. Qui n'a pas été servi? Qui? Bon, le problème que nous vivons aujourd'hui, et c'est un secret pour personne, provient des gens plus haut placés que nous, ceux qui sont au pouvoir. Alors moi, je préfère vous parler de la solidarité qui existe encore et toujours entre Vénézuéliens, parce que ça, c'est quelque chose d'incomparable. Opération réussie pour Andrel, le député de l'opposition, et son équipe. Aujourd'hui, au Venezuela, la bataille politique se joue au niveau de l'estomac. Allez, allez, on joue. En pleine crise alimentaire, il s'agit de concurrencer les programmes sociaux du gouvernement. Betty Rodriguez est l'une des grand-mères du quartier. Ça, c'est les bidons d'eau. Dans sa maison sans eau courante, elle ne trouve rien à reprocher à l'action du président vénézuélien Nicolás Maduro. Au contraire. J'ai des pâtes, des haricots noirs, et encore d'autres. Et puis du riz. Et tout ça pour 720 bolivares, 20 centimes d'euros. Autant te dire qu'à ce prix-là, tu trouves rien au marché noir. La boîte en carton du CLAP, le programme social du régime. Une ration alimentaire de base, délivrée tous les mois, sur présentation de sa carte de patriote. Vive Maduro! C'est mon président! Il n'y a pas mieux! Chavez, l'ancien président, il voulait l'autosuffisance alimentaire pour le pays. Au final, ça n'a pas marché. Ce que je peux te dire, c'est que moi, j'ai jamais eu faim. Ni mes enfants. Certains disent qu'ils meurent de faim. Je sais pas pourquoi. Au Venezuela, on trouve facilement des magasins remplis. Il suffit d'avoir de l'argent. Pour les autres, il reste les miettes. Ou bien les files d'attente pour les produits subventionnés. Ici, l'argent ne vaut plus rien. L'hyperinflation bat des records. Rien que pour 2018, une hausse de 1 700 000%. Les Vénézuéliens en plein cauchemar. En 2 ans, 1 habitant sur 10 a fui la crise économique et les violences politiques. Le pays est divisé en 2 camps. D'un côté, les partisans du président Nicolás Maduro, réélu en 2018 mais contesté. Je suis le président de la République bolivarienne du Venezuela. De l'autre, les soutiens de Juan Guaidó, chef de l'Assemblée nationale, autoproclamé président, à la recherche d'alliés en Amérique. Le régime de Maduro veut m'emprisonner, mais je reviendrai au Venezuela. 2 camps, 2 présidents et leur soutien dans la rue. Comme chaque semaine depuis fin janvier, c'est jour de manif à Caracas. Rassemblement dans les beaux quartiers. 10 000 personnes marchent pour accueillir Juan Guaidó, l'homme qui veut être président à la place du président.
No sirve la educación y Cuba lo ha influenciado. Se alejan las inversiones, el país quedó arruinado. Venezuela, es nuestro momento. Reflexionemos. Viva nuestro país en democracia. Adelante, Venezuela. Moi, je ne suis pas fatiguée. Je suis contente de marcher parce que j'ai le sentiment que quelque chose arrive cette fois-ci. Enfin, après tellement d'années à marcher dans les rues. Le comeback de Guaidó, accueilli comme une rockstar. Un opposant qui sait galvaniser les foules. On va où samedi? Avec force et détermination. Après deux décennies de pétrodiplomatie où nous avons vu comment ils investissaient notre argent pour financer des supposés projets dans le monde. Mais où sont les valises d'argent? Laissez-moi vous dire que les règles du jeu, elles ont changé. Je sais qu'il faut aller au bout pour que cesse l'usurpation. Il faut continuer à nous battre à chaque coin de rue. Et oui, on peut. Et bien sûr qu'au Venezuela, tout est possible. Maduro, t'es un âne batté. Et tes heures, elles sont comptées. Tu voulais mettre en prison notre vrai président Guaidó. Tu as raté ton coup, Maduro. Pour prendre le pouvoir, Juan Guaidó compte sur sa garde rapprochée. De jeunes députés de l'opposition. Juan Andrés Meras est chargé du Plan País, le plan de transition. On a une stratégie en 3 temps. D'abord, Maduro doit quitter le pouvoir. Ensuite, il faut un gouvernement de transition. Et enfin, des élections libres. Et ça prendra du temps pour renouveler les listes électorales. Beaucoup de Vénézuéliens sont à l'étranger, donc ça va prendre du temps. Le lendemain, c'est jour de session à l'Assemblée nationale. Juan Guaidó revient présider la séance. Un événement rituel pour la presse d'opposition, privée de chaînes de télé et cantonnée aux réseaux sociaux. Mais l'Assemblée n'est qu'un décor. L'hémicycle n'a plus de pouvoir depuis 2 ans, depuis que la Cour suprême, acquise au régime, s'est octroyé le pouvoir législatif. Mesdames et messieurs les députés qui êtes d'accord pour approuver cette loi, lèvent la main. C'est approuvé. Depuis 2 ans, les parlementaires font semblant. Ils votent des lois qui ne seront jamais appliquées. Leur seul pouvoir, c'est celui de la parole. Je crois que ce panneau résume bien la situation. Au Venezuela, le salaire minimum est de 5,45 $ par mois. Le plus faible de toute la Voie lactée. C'est une honte universelle. Voilà où ce régime socialiste a mené le Venezuela, à un salaire indigne. Juan Guaidó, président bis, président fragile, visé par une enquête pour avoir quitté le pays illégalement. Comme d'autres opposants avant lui, il risque la prison à tout moment. Vous êtes prêt à être jugé et à aller en prison? Vous êtes prêt à être emprisonné? Ah, mais personne n'est préparé à aller en prison et à être jugé. Enfin, être assassiné politiquement. On est né pour être heureux, c'est tout. Il y a une dictature, elle a trahi le peuple vénézuélien. Elle bafoue les droits humains, elle restreint les libertés. Alors oui, c'est possible que j'aille en prison.
Et c'est pour ça que nous nous battons au Venezuela, pour achever notre projet, pour reprendre notre liberté, nos valeurs fondamentales et notre talent. On veut être heureux. Juan Guaidó, invisible sur les télés d'État, mais star des réseaux sociaux. La raza ya huyó. Guaidó, Guaidó. Au Venezuela, la passion de la politique est partout, même dans des hémicycles moins officiels. Ce soir-là, combat de coq dans le quartier Barrio Santa Rosa. Vas-y, pique le coq, pique. Ce coq combat comme Maduro. C'est un Vénézuélien. Ouais, c'est clair. Un jeu d'argent dans un pays qui n'en a plus. Les billets ressortent comme par magie. Tout ça, ça vaut plus rien au Venezuela. Rien, plus rien. Mais personne ici ne se risque à parier sur une issue politique. La politique, ça finit dans le sang. Moi, je suis pour Maduro et je m'en cache pas. De toute façon, pour qui tu veux que je sois, il n'y a personne d'autre de l'autre côté. Mais il y a Guaidó. Non, Guaidó, fils de pute. Ici, t'as une vraie fraternité. On est des rivaux, on a chacun nos coqs. Mais on partage ça comme des frères. La politique, en revanche, ça a complètement changé au Venezuela. Entre l'opposition et le gouvernement, c'est un combat à mort. Le Venezuela, une arène idéologique. Le régime socialiste de Nicolás Maduro tient les rênes du pouvoir. Dans Caracas, on entretient un culte pour la révolution et pour son héros, Hugo Chávez, fondateur de la République actuelle. Propagande, nostalgie, des années d'or du chavisme ne restent qu'un regard. Où que vous soyez à Caracas, le commandant vous observe. Saint-Hugo, veillez sur nous. À chaque fois qu'on est dans une situation difficile, il faut que je me batte. la lutte et la bataille Et la victoire. et la victoire. C'est une consigne que donnait toujours le commandant. Lutte, bataille et victoire. Lutte, bataille et victoire. Johnny Monzo est un fonctionnaire du gouvernement. Pour lui, le chavisme est une religion. Il tient à nous l'expliquer et nous invite le lendemain chez des amis. Ici, chacun est partisan convaincu du régime. Johnny, Isa, Jaime et les autres appartiennent à l'encadrement des CLAP, le programme alimentaire. Ils sont chefs d'immeuble, chefs de rue, chefs de quartier. Ici, on a tous les mêmes droits. L'accès à l'éducation, à la médecine, au travail, aux mêmes droits fondamentaux pour l'être humain. Avant Chavez, il n'y avait pas de vraie démocratie. C'était juste un État commercial.
On s'est d'abord battu contre l'impérialisme espagnol au XIXe siècle. Et maintenant, eh bien, c'est contre l'impérialisme américain. Les États-Unis essaient de nous imposer la doctrine Monroe, c'est-à-dire une Amérique à la botte des seuls Américains du Nord. Pour ces militants du Parti socialiste, les problèmes du pays viennent des Américains, les Yankees, responsables, selon eux, des crises économiques et sanitaires au Venezuela. Les pénuries de médicaments, je ne sais pas trop, je commence tout juste dans ce secteur. J'accompagne les femmes qui allaitent leur nouveau-né. C'est vrai que c'est dur de se procurer des médicaments. Vous pouvez en trouver, mais avec une date d'expiration dépassée. Alors je me pose moi-même la question, est-ce que c'est à cause du blocus ? L'hôpital central de Caracas, autrefois l'établissement le plus réputé du pays. À chaque entrée, des collectivos, des milices en uniforme beige, chargés d'empêcher les regards indiscrets. Un médecin, lui, accepte de nous faire rentrer avec notre caméra cachée. Ce tuyau a explosé il y a plus d'1 an. Quand ça a cassé, il y a eu de l'eau partout, tout autour. C'était des eaux usées avec des morceaux qui flottaient. Et juste à côté, on trouve les malades de leucémie. Dans les couloirs, les patients transportent eux-mêmes leurs bidons d'eau. Les chambres sont délabrées, les lavabos sans siphon, les toilettes et douches sans eau. Depuis 2 ou 3 ans, le gouvernement n'achète plus aucun médicament. Mais pourquoi? Il n'en achète pas. Parce que c'est cher. Parce qu'on n'en produit pas. On pourrait en importer d'autres pays. Mais non, on ne les achète pas. Tout ce qu'on a à offrir comme traitement provient de donations. Par exemple, celui-là, c'est pour les femmes enceintes et porteuses du VIH. Ce médicament évite la transmission du virus à l'enfant au moment de l'allaitement. Et regardez, c'est expiré depuis 2017. À l'étage, un malade du sida vient d'obtenir sa transfusion grâce à un don. Dieu merci, nous avons ce médicament. Ils ne l'ont pas à l'hôpital. Même pour une intraveineuse, c'est aux familles de les acheter. Pareil pour les bandages de gaz ou pour l'alcool. Quand ils doivent faire une intraveineuse, c'est à nous d'apporter ce qu'on peut depuis nos maisons. Ils n'ont pas de laboratoire. Alors, on nous donne le papier et on doit faire la demande d'examen du sang à l'extérieur. Avant, ici, ils s'occupaient de tout quand on t'hospitalisait. Tout était géré, le médical, l'hospitalisation, tout. Et maintenant, c'est même nous qui apportons l'eau pour laver les patients. Selon les ONG, 9 produits médicaux sur 10 manqueraient dans les hôpitaux publics. Mais aucun chiffre officiel n'est disponible. Le gouvernement ferme les yeux. À Caracas, la nuit, les lumières ne s'allument plus. Panne d'électricité géante. Pendant 4 jours, le grand blackout. Caracas, ville dans les ténèbres. Sans eau potable, ni opération bancaire, ni réseau téléphonique.
On essaie de trouver du réseau pour appeler la famille. Il n'y a plus de lumière, il n'y a plus d'électricité à Caracas, depuis 11 heures ce matin. L'aéroport international, la vitrine du pays, est paralysé. Des milliers de voyageurs bloqués. Le retour à la bougie. Nous sommes le peuple bolivarien. Personne ne nous arrêtera. Le peuple sera toujours dans la rue, mobilisé, actif. Je salue en particulier les travailleurs du service électrique. Samedi, jour de manifestation. Comme chaque semaine, le régime bat le rappel de ses partisans. Pour le gouvernement Maduro, le réseau électrique a été saboté par les Américains. Vive la patrie, Maduro et les peuples latins libres. La cible est toujours la même, l'oncle Sam et ses visées impérialistes. Nous avons subi une attaque cybernétique contre notre réseau électrique. Le monde doit savoir qu'actuellement, nous sommes attaqués par tous les moyens de communication, par tous les médias. Dans la foule, les milices et les fonctionnaires, le dernier carré des fidèles. Sur scène, le numéro 2 du régime, Diosdado Cabello. Il n'a pas apprécié que la France reconnaisse Juan Guaidó comme président le mois dernier. Qu'il s'occupe de la France, Macron. Il a assez de problèmes comme ça dans son pays. D'ailleurs, il me semble que la Commission des droits de l'homme des Nations Unies a mis la France dans sa liste des pays qui font un usage excessif de la force contre les manifestants, non? Alors, qu'il s'occupe de ça, qu'il laisse les Vénézuéliens. On ne s'occupe pas de la France, nous. Caracas et la concurrence des manifestations. Pro-régime à l'ouest, opposition à l'est. Chaque jour, de nouvelles actions s'improvisent, comme ce blocage surprise d'autoroute. On veut la liberté, parce que ça suffit. Plus personne ne peut supporter ça. On est fatigué. Jusqu'à présent, le régime Maduro tient bon. L'armée reste fidèle à ses côtés. La guerre civile est évitée. Le camp Guaidó espère. Mais les jours ne sont jamais tranquilles à Caracas, capitale d'un pays affamé, un pays divisé. Le Venezuela attend encore de choisir son destin.